L'événement ce soir, c'est la menace de la Russie, avec cette fois des espèces sonnantes et trébuchantes à l'appui. Jamais la Russie n'était allée si loin dans le vertige des dépenses militaires qui fait penser à la guerre froide, qui fait que certains espèrent que l'économie russe ne pourra pas suivre. Mais pour l'instant, c'est beaucoup d'argent qui est investi. L'argent et la menace. Écoutez en quels termes Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, menace l'Occident dans ce contexte-là. Les soldats continuent d'utiliser ces attaques MS, c'est le ministère de la Défense qui le dit. Nous avons de nombreux proverbes qui reflètent le caractère de notre peuple. Mesurez cette fois, coupez une fois. Dieu a enduré, il nous a ordonné d'endurer. Un autre proverbe dit « La patience est nécessaire, mais si elle est mise à l'épreuve trop longtemps, elle a une fin ». C'est un proverbe que les responsables occidentaux doivent garder dans leur cerveau. Voilà, décryptage du commandant du KGB sur ce plateau. Bon, vous savez, c'est un jeu psychologique des deux côtés. D'ailleurs, on pourrait mettre tout simplement un miroir et refléter la même chose à Lavrov, parce que la Russie se trouve dans la situation dans laquelle il disait Kiev en 3 jours. Et donc déjà, on a dépassé les 1000 jours de la guerre, et en fait, la fatigue, elle est bien évidemment chez les Ukrainiens, et c'est évident, mais elle est chez les Russes aussi. Et l'économie, en fait, la différence de Poutine par rapport à l'Occident, c'est que Poutine a réussi à mettre l'économie de guerre. Ça veut dire qu'actuellement, il y a presque 9% du PIB russe qui sont consacrés à l'effort de guerre. Il y a 50, voire même 60% du budget annuel de Russie qui est consacré à l'effort de guerre, mais aussi aux organismes de sécurité. C'est ça la différence. Ça veut dire que face à lui, on a bien évidemment le bloc qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus technologique, mais qui ne veut pas ou ne peut pas se mettre en marche la machine de guerre. Vous vous souvenez cette phrase de président Macron au début, on va entrer en guerre, en économie de guerre. Elle est où l'économie de guerre en Occident? C'est ça. Et Poutine, il est dans l'économie de guerre depuis des décennies. Et il l'est encore davantage, puisque donc c'est la décision du jour. Le Parlement russe, cette fois, sont les 2 chambres, valide le projet de loi du budget 2025-2027. Ce sont les images qu'on voit ici qui prévoient une envolée de 30% des dépenses militaires. Le texte a été voté d'abord par la Douma, la Chambre basse, maintenant par la Chambre haute. 13 500 milliards de roubles, ça représente 119 milliards d'euros. C'est plus de 6% du PIB russe, mais en réalité, tout ça est assez opaque parce que c'est un régime qui cache beaucoup les choses. On se rappelle l'Union soviétique où en réalité, c'était beaucoup plus. C'est sans doute beaucoup plus là aussi. Et là, on pense que c'est plutôt 9%. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen, qui aujourd'hui présentait la nouvelle équipe de la Commission européenne, justement, a axé une grande partie de son discours sur cet aspect-là des choses, en disant, écoutez, l'Europe en moyenne, c'est 1,9% du PIB. Les Russes, elle a donné effectivement le chiffre de 9% et pas de 6%, en disant que c'était vraiment le moment où il allait falloir prendre des grandes décisions. Je pourrais rajouter un dicton pour Sergueï Lavrov, patience est mère de toutes les vertus, mais c'est vrai que lui, en utilisant ces dictons sur la patience, quand il dit ça a une fin, c'est aussi dans l'objectif d'impressionner évidemment ses ennemis, d'abord les Ukrainiens, mais également les Occidentaux. Ça veut dire on est à bout de notre patience et on va peut-être passer justement à une échelle supérieure. L'effort colossal que ça représente, 40% du budget fédéral 2025 consacré à la défense. C'est un État armé, ça devient petit à petit un État armé. C'est ça l'économie de guerre. L'économie de guerre, c'est la guerre qui absorbe l'économie. Et alors on se concentre tout le temps sur la capacité des Russes à remplacer leurs chars, à installer dans n'importe quelle usine des unités de fabrication d'armement, mais la réalité c'est que le reste de l'économie est en train de s'effondrer. 8% de dépenses militaires par rapport au PIB, c'est à peu près ce qu'étaient les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Mais ce qui est très impressionnant ici en Russie, c'est les taux d'intérêt qui ne cessent de monter, qui sont déjà à 21%, et toute une série de programmes qui étaient prévus, par exemple, pour venir en aide aux ménages, pour acheter de manière subventionnée des appartements, sont en train d'être supprimés. Les mêmes subventions pour les investissements des industriels sont en train d'être supprimées. Tout est dans la guerre. Les salaires augmentent énormément dans l'industrie militaire, mais pas dans le reste du pays. Donc, soulignons ça, c'est le grand espoir qu'avait nourri, par exemple, à une autre époque, Reagan, Thatcher, que de semer, de casser les reins de l'Union soviétique comme ça, c'est-à-dire que de soit prise dans une course à l'armement, mais qu'elle n'arrive pas à suivre. C'est ça qui semble se passer, en tout cas c'est l'espoir de beaucoup d'Occidentaux.
Et absolument, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est vraiment spectaculaire parce que la chute du rouble est vertigineuse. Le rouble, en quelques jours, il est passé de 100, un dollar qui valait 100 roubles, aujourd'hui c'est 115. Donc c'est vraiment, ça n'est jamais vu. Je recommande de taper sur Google rouble, dollar, et d'ailleurs rouble est la monnaie chinoise, parce que là aussi on voit à quel point... Le yuan, effectivement, bien sûr. Oui, absolument. La chute, et c'est spectaculaire, et c'est là où on voit la fragilité de l'économie russe, parce que même, c'est beau de dire que voilà, nous allons mettre tout l'argent à l'économie de guerre, mais sur le papier, c'est peut-être joli, seulement sur le papier, mais la vérité est criante. Il y a les chiffres qui peuvent pas mentir. Parce que nous cherchons les chiffres dans la statistique, mais russe interne, qui n'est pas accessible spécialement à l'extérieur. Donc, par exemple, il y a la chute de production agricole, parce qu'il n'y a pas de financement, les sanctions ont empêché les Russes d'acheter les semences occidentales. Donc, par exemple, aujourd'hui, ils ont avoué que il va être la chute de 11% de production de sucre, qui est la base quand même aussi de fonctionnement. Cela étant, pardon Alain, tout ce que vous dites est vrai, ça n'empêche pas la production militaire. Cavoli, il est le général qui commande l'ensemble des forces américaines en Europe. Tire le signal d'alarme, ça c'était déjà en avril. En attendant, von der Leyen, on va y revenir. La Russie est en bonne voie pour produire ou remettre en état plus de 1200 chars de combat par an, pour fabriquer au moins 3 millions d'obus et de roquettes par an, soit le triple de ce que nous estimions au début de la guerre et davantage de munitions que les 32 pays de l'OTAN réunis. Regardez les chiffres, ça vaut vraiment la peine de voir les chiffres actuels. C'est le Grand Continent qui publiait cette statistique vraiment très impressionnante. On parle ici de la production d'obus, donc c'est vraiment le nerf de la guerre au sens le plus strict. Russie, 250 000 par mois. Union européenne, 117 000 par mois. Et il faut dire que la République tchèque, Pavel a fait un effort considérable pour monter ça, mais même, on est à un rapport pour l'instant de 1 obus européen pour 2,5 russes. Et encore, il y a eu un progrès. Super ça. C'est génial. L'objectif des Ukrainiens, c'est d'avoir un rapport de feu de 1 contre 4. Vu que leur système tire mieux, que les systèmes sont plus précis, un César face à un 2S7 pion soviétique russe, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Quand ils tirent 4 fois moins les Ukrainiens, ils se considèrent à parité. Il y a un moment, ils tiraient 12 fois moins. Maintenant, ils en sont à 6 fois moins. Vous êtes évidemment engagé dans cette guerre. Vous avez raison d'être engagé, mais la réalité, c'est que ces obus, ils finissent là. Oui. On voit ces images. Regardez, ça, c'est la destruction de Vuhledar, en l'occurrence. Mais on va voir la liste des villes avec des images encore nouvelles. À Chassivière, à Kourakové, à Toretsk, qu'on va voir dans quelques instants. C'est-à-dire cette masse d'obus colossale qui tapisse une partie des villes ukrainiennes. Hélas pour l'Ukraine, elle a un effet pour l'instant. La disproportion a un effet. Ah mais c'est une certitude. Ils ont notamment les stocks nord-coréens qui leur arrivent. C'est pas leur production qui permet ça. Aussi la production propre. Visiblement, il y a les deux. Mais la production n'est pas suffisante pour faire ça. C'est réellement les 3 millions d'obus nord-coréens qui ont permis d'obtenir ces destructions. Quand la Corée du Nord n'aura plus de volume à fournir et que les Russes devront uniquement travailler en flux tendu, à ce moment-là, il n'y aura plus cette disproportion. Et les Russes ne seront plus en domination dans le domaine de l'artillerie. Et les 1200 chars que vous avez annoncés, c'est 1200 blindés. C'est pas du tout la même chose. C'est ce qui nous fait craindre. Les Russes perdent plus de matériel que ça aujourd'hui, mais si par contre ils se mettent en pause et qu'il n'y a plus ce flux continu vers l'Ukraine, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on pense qu'ils peuvent reconstruire une masse de manœuvres et qu'ils sont prêts à nous attaquer dans 3 ans. Je n'enlève rien à votre optimisme et vous avez eu raison, et vous, de rappeler le mauvais état de l'économie russe qui est considérable. Mais pour l'instant, si on se met du point de vue des Ukrainiens, ce sont ces destructions. Pardon, mais si c'était des villes françaises, on ne dirait pas, écoutez, on a une bonne nouvelle, le prix du beurre en Russie, pour l'instant, est très... Oui, c'est des perspectives à long terme. Mais l'effet, pour l'instant, maintenant... c'est que la Russie a une capacité de destruction considérable en Ukraine. Oui, mais l'industrie d'armement ukrainienne met les bouchées doubles. Oui, ça on l'a compris. Les joint ventures avec les sociétés occidentales, notamment allemandes, françaises, augmentent rapidement. La production d'obus augmente rapidement. La production de drones, je ne sais pas si c'est 2, 3 ou 4 millions par an qui sont capables de produire. Donc c'est un phénomène en augmentation extrêmement rapide. D'ailleurs, à la fin de la guerre, l'après-guerre sera une Ukraine très armée, très solide, c'est déjà aguerrie. Une très grande armée, bien sûr. Mais Stéphane Marchand, tout ça est vrai, mais pardon d'insister, pour l'instant, il y a quand même une puissance russe qui est aux portes de l'Europe, qui développe son armement à un point qui est effectivement inquiétant. D'ailleurs, les Ukrainiens l'ont dit quand même durant très longtemps, ils continuent à le dire, les Occidentaux ne réussissent pas à leur fournir suffisamment d'armes pour justement faire face sur un pied d'égalité à la Russie. Rappelons, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement impressionnant, les Russes depuis la Deuxième
Deuxième Guerre mondiale, n'ont mis au rebut aucun armement. Donc déjà, c'est une force absolument colossale. Et puis en fait, Vladimir Poutine, il n'est pas en guerre depuis février 2022. C'est depuis 2014 déjà. Et les Ukrainiens aussi, bien sûr, dans le Donbass. Mais lui, visiblement, avec le recul du temps, on voit qu'il se préparait à une guerre bien plus importante. On va voir d'ailleurs une archive dans un instant. Est-ce qu'il existe un risque d'aveuglement, comme il y a eu sur l'Allemagne dans les années 30, où on disait non, ils vont sûrement pas réoccuper la Rhénanie, ils s'arment, mais on exagère. En fait, il y avait beaucoup de voix ici en Europe de l'Ouest qui étaient exagérément optimistes. Il ne faut jamais sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il faut se préparer. Là, en revanche, on exagère beaucoup la puissance russe, mais vaut mieux l'exagérer et se préparer à cette exagération que la sous-estimer. Parce qu'en réalité, vous savez pourquoi ces chiffres ne sont pas vrais ? En fait, dans les 250 obus que vous avez cités russes, la moitié ce sont les obus nord-coréens. Ce ne sont pas les Russes qui les produisent, ce sont les nord-coréens. Parce que la production de métal en Russie a chuté de 20%. Ça veut dire que s'ils produisaient des chars, s'ils produisaient des canons, s'ils produisaient des obus, ils auraient dû avoir la métallurgie qui aurait dû tourner à plus 20%. En revanche, elle a chuté de 20%, voire même de 25%. Et donc, en fait... Oui, mais le résultat, j'insiste, pardon. Non, mais regardez cette image-là, pardon. Là, c'est pas une image d'il y a 3 ans. Octobre 2024, Chassiviar. Les bombes planantes, ça c'est quelque chose qui est abominable sur le front. Et les Ukrainiens n'arrivent pas à contrer cette arme parce qu'il faut avoir des avions pour abattre les avions qui larguent ces bombes planantes. Après, l'économie, qui a dit le rouble a chuté. Mais vous savez... l'économie, c'est jamais noir et blanc. Le ruble a chuté, ça veut dire que le budget va être rempli plus. Ça veut dire que tous ceux qui vendent en dollars le pétrole et le gaz vont avoir plus de roubles et donc ils vont payer plus d'impôts. Donc en fait, ça va remplir plus cette économie parce que le budget qui a été voté à plus 30%, il est déficitaire pour la troisième année. Qu'est-ce qui se passe en Russie ? Vous êtes avec nous, Jérôme Garraud, c'est très intéressant de vous avoir maintenant. On vient d'avoir ici la discussion en plateau. Vous êtes notre correspondant sur place. Ce côté militarisé, ce pays qui se militarise au point que par certains côtés c'est maintenant un État armé, un État militaire, est-ce que ça se sent en vivant dans la société russe ? Oui, on a suivi un petit peu les actualités aujourd'hui. On a vu cette augmentation du budget de la défense qui a été augmentée de 30%, augmentée par la Douma, par le Parlement russe. Donc c'est 30% de plus pour l'année 2025, sachant que ce budget avait déjà été augmenté de 70% l'an dernier. Donc ça, c'est considérable. Alors dans le détail, qu'est-ce qui coûte cher pour cette armée ? Vous avez, d'après le renseignement occidental, à peu près 700 000 hommes qui vont être déployés en Ukraine en 2025 par l'armée russe. Et comme vous le savez, vous avez énormément de contrats volontaires, donc avec des salaires très généreux, et ça représente déjà un certain coût. Il y a par ailleurs, vous en parliez en plateau, cette production des blindés, des différentes armes nécessaires pour poursuivre la guerre. Donc tout ceci représente beaucoup d'argent. 119 milliards de dollars pour cette année 2025, ça représente 6% du PIB, mais surtout 40% du budget fédéral. Et en parallèle, vous avez une inflation qui reste forte en Russie. Là, on devrait atteindre sur un an à peu près 9% d'inflation, d'après les chiffres officiels. Pour l'instant, Moscou arrive à financer son effort de guerre en puisant dans son fonds souverain, dans son bas de laine. Et d'après certains observateurs, l'État russe pourrait continuer d'utiliser ce fonds de réserve pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus, avant de l'épuiser. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Écoutez ce que dit le renseignement ukrainien. C'est très intéressant d'avoir évidemment la voix des Ukrainiens au premier chef sur la réalité de l'effort de guerre russe, notamment en matière de missiles. Il y a eu des informations selon lesquelles la Russie a accumulé plus de 200 missiles de croisière Kh-101 et 300 missiles balistiques Iskander. Quelles sont les données dont vous disposez ? Les dernières publications parues dans les médias sont vraies. Nous surveillons constamment cette question. Oui, il y a effectivement une production accrue de missiles. Voilà, c'est Skibitsky, numéro 2 du renseignement militaire ukrainien, voilà, qui confirme que de leur point de vue, il y a, notamment en termes de missiles, la machine de guerre russe qui tourne à plein régime. Oui, alors d'abord... Non, mais d'abord, c'est évidemment
par définition très dangereux. Et puis en plus, ça oblige les Ukrainiens à utiliser eux-mêmes des moyens qui coûtent beaucoup plus cher, effectivement, que les drones. Donc c'est un moyen aussi encore une fois, d'essayer de saturer l'espace aérien ukrainien et d'obliger les Ukrainiens à utiliser ce qu'ils ont en termes de défense antiaérienne, sachant que c'est un des points faibles parce que, encore une fois, les Alliés n'ont pas été en mesure de leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Et on sent que les Russes montent particulièrement en puissance sur cette histoire de missiles, hein, c'est clair. Un petit point d'histoire à la Poédie. Moi, je me rappelle, je suis de cette génération qui a grandi. On voyait Brejnev sur le mausolée de Lénine, qui n'était pas en bon état, hein, qui faisait comme ça. On ne sait pas très bien ce qu'il y a. Mais derrière ce régime finissant, il y avait ce complexe militaro-industriel. Est-ce que vous retrouvez, vous qui avez vécu dans l'Union soviétique, est-ce que vous retrouvez ça, c'est-à-dire le danger de ce complexe qui est une machine folle qui va produire toujours plus? Non, je ne le retrouve pas parce que je connais les détails de la situation et je sais qu'aujourd'hui, même ministre de l'économie russe, Siluanov, il a parlé à une réunion récente. Il a dit que le complexe militaro-industriel russe, aujourd'hui, est au bord de la faillite. Il faut savoir ça parce que le problème, c'est que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai dit sur ma chaîne YouTube où vous pouvez réécouter tous les détails. On va tous aller sur votre chaîne YouTube, promis. À la Poédie sans filtre, mais c'est vrai que juste... vous êtes sans filtre ici aussi, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'aller... Vous êtes sans filtre, et ici et là-bas, j'en doute pas. Ça, c'est vraiment voilà, ma patte. Mais pour dire que, en fait, le prix d'achat des missiles, le prix d'achat des chars et de tout ce qui est produit à l'industrie militaire est fixe, c'est fixé par l'État. Donc, par contre, les pièces détachées, il faut se procurer sur le marché. Et là, avec l'inflation qui est aujourd'hui galopante, finalement, ils n'arrivent pas à racheter au prix bas, ils achètent au prix très élevé. Et pour combler le manque de gagner, il faut normalement demander les crédits à la banque. C'est les crédits qui comblent en attendant les refinancements. Mais les crédits, c'est 30% aujourd'hui les intérêts dans les banques. Mais quelle entreprise aujourd'hui en possession de ses moyens intellectuels peut prendre un crédit sur 20 ans à 30%? Donc aujourd'hui, Siluanov, il a vraiment sonné l'alerte en disant attention, mon industrie militaire, il va péricliter si on ne fait pas quelque chose. Et il n'y a rien à faire parce que même les taux d'intérêt vont être augmentés. Au mois de décembre, on prévoit à peu près 2-3% d'augmentation. Donc ça veut dire que l'inflation qui est annoncée aujourd'hui 9% officielle, finalement, ça frôle légèrement 20%. Ça veut dire que pour vous, qu'on comprenne bien le point de vue, l'armée russe est redoutable pendant combien de mois encore? Les services occidentaux disaient qu'elle pouvait tenir au moins jusqu'en 2026. Donc ça fait quand même... Deuxième semestre 2025. Oui, c'est ça. Soit fin 2025, l'année prochaine. Il ne faut pas oublier que l'économie de guerre russe, en ce moment, elle fabrique des matériels qui sont détruits sur le front et elle finance des hommes qui meurent sur le front. Ouais. C'est en gros ça ce qu'elle fait. Et donc ça finira. Ça ne pourra pas durer éternellement. Oui, il y a autre chose. Pardon, attends, il faut s'entendre sur les mois, parce que si c'est 2 mois, ça donne de l'espoir aux Ukrainiens. C'est 2 ans. Si c'est 2026, ça fait beaucoup de morts. C'est pas 2 mois. C'est pas 2 mois, même si... faut pas se... Alors c'est combien? Non, mais on parle de quelle heure de grandeur? Plusieurs années. Plusieurs années. Malheureusement, plusieurs années. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore 3 années de budget annuel russe qui sont les économies de la population. Ça veut dire qu'ils peuvent nationaliser l'argent du peuple. Et donc l'argent du peuple, c'est 3 années de budget. Et même si ce budget, vous avez dit, c'est un budget énorme. En réalité, c'est un budget rikiki. Oui, vous avez raison. Par rapport aux États-Unis, c'est 119 milliards. Les États-Unis, c'est 900 milliards. Ça veut dire que si vous prenez tous les pays, les 54 pays qui sont derrière l'Ukraine, en fait, ils pouvaient écraser la Russie comme une punaise. Il n'y a pas de volonté de l'écraser. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, en fait, le danger, Poutine l'a dit aussi, parce qu'en fait, il dit oui, il y a 9 points de PIB qui sont consacrés à l'effort de guerre, sauf qu'il a dit l'Union soviétique s'est écrasée quand il consacrait 11%. Ça veut dire que, en fait, la Russie arrive, et vous avez posé la question à Allah, mais effectivement, la Russie arrive au point où elle ne pourra plus supporter ce poids, tout simplement économiquement. Et je suis d'accord avec Stéphane, parce qu'en fait, on ne mange pas les chars, on ne mange pas les missiles, et dans les magasins, on commence à avoir des... Vous savez sur quoi ils trichent? En France, vous savez, quand il y a l'inflation, ils vous mettent un peu moins de produits, mais ils gardent le même prix. Et en
fait, en Russie, actuellement, c'est les rayons qui disparaissent dans les magasins. Vous rentrez dans le magasin, avant, vous avez du mal à passer entre les rayons. Maintenant, vous rentrez, vous avez l'impression d'être sur un terrain de football. Oui, il y a aussi les antivols qui sont mis sur les plaquettes de bord, parce qu'aujourd'hui, ça devient un produit de luxe. Il y a également... Je me rappelle, pardon, l'Union soviétique, les gens qui volaient tous les... Comment on appelle ça, les essuie-glaces des voitures. Hein. Les soviétiques rangeaient... À l'époque, c'est comme maintenant. Ils fabriquaient énormément de chars et de missiles, etc. Mais ils volaient les essuie-glaces la nuit. Où, parce qu'à Moscou, ils vivent quand même très très bien dans les grandes villes russes. On ne peut pas dire qu'ils soient... ils enlèvent quand même l'essuie-glace. Systématiquement. Peut-être qu'ils enlèvent les essuie-glaces, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils soient... étouffés par la guerre en Ukraine. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Russes qui finalement ne se sentent pas tellement concernés par ce qui se passe. Moscou, c'est pas la Russie, c'est comme Paris, c'est pas la France. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est aussi la vitrine du pays. C'est comme Paris par rapport à la France. Ça, on l'a vu derrière votre correspondant. Hein. On lui posait la question, est-ce que la Russie... Mais j'insiste, pardon. Si c'est vraiment 1 an, 2 ans... Pour l'Ukraine, c'est tragique. C'est tragique, c'est tragique. 2 ans dans ces circonstances-là, c'est très difficile. Il faut se préparer à une longue guerre. Ça veut dire que la Russie peut se tenir, à mon avis, encore l'effort de guerre, même de cette intensité, au moins de 2 ou 3 ans. Regardez, avançons un peu. Je regardais de quelle façon. Alors, le régime se prépare en réalité de très longue date. Et là, on voit la myopie des Occidentaux à cet égard. Le Kinjal, par exemple, aujourd'hui, il s'en vante. Regardons peut-être la séquence 2018. On a retrouvé ça, c'est l'archive où Vladimir Poutine, la mise en scène est très spectaculaire. Regardez bien l'image, il a devant lui toute sa nomenclatura. C'est les mêmes qui sont au pouvoir depuis 25 ans. Et ils sont très fiers de voir annoncer tout l'arsenal vrai, un peu survendu parfois qui marche mal. Mais enfin, cet arsenal que présente Poutine maintenant. Une portée de 11 000 km. Avec le nouveau système, il n'y a pas de limitation de portée. As you can see from this video, it can attack. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il peut attaquer n'importe quelle cible par le pôle Nord ou le pôle Sud. Via the South Pole, this is a powerful weapon. Aucun système de défense antimissile ne pourra lui résister. System will be able to withstand it. Restons un instant sur l'image. J'aimerais bien que vous regardiez très exactement cette image parce que dans la mise en scène, dans ce les visages illuminés de ces gens-là, et puis qui cette sont grande, très contents, cette grande planète, il y a quelque chose déjà à l'époque. À l'époque, il faut dire ce qu'il y a. On regardait ça en 2018. Beaucoup avaient passé la Crimée par pertes et profits, en réalité. C'est vrai. D'ailleurs aussi en Ukraine. Il faut rappeler quand même que même d'ailleurs Volodymyr Zelensky a longtemps été pour traiter avec les Russes. Il a travaillé la télévision russe, etc. Il a été élu en 2019 pour négocier avec la Russie. C'était dans son programme. C'est ça. Alors que la Crimée, c'était l'idée d'arrêter la guerre. Alors que la Crimée était occupée, évidemment. La Crimée était occupée. Donbass, il y avait la ligne de front à la Première Guerre mondiale. Là, Poutine bluffe bien évidemment parce qu'en fait, il nous montre le dessin animé. Il n'a pas montré ce missile. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement, il a parlé de chars Armata. On l'a jamais retrouvé sur le champ de guerre. Kinjal, oui. En fait, ils l'ont produit, mais ils sont quand même à quelques centaines de Kinjal qui sont produits. Mais par exemple, dans l'espace, ils ont voulu remplacer les vieux Soyouz et les vieux Proton par Angara, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on n'a jamais vu ces Angara. En fait, on a vu quelques unités qui étaient produites. Mais malgré ça, effectivement, Poutine a fait de l'économie de Russie l'économie de guerre depuis au moins 10 ans. Mais oui, c'est ça. Il a engagé plus d'1 million de personnes dans l'industrie de guerre, Vladimir Poutine, depuis 2022. Il a protégé la finance russe, d'ailleurs, en prévision. Il s'est assuré des réserves, pas suffisamment à son goût, mais... Ce personnage-là, je ne veux pas faire de la physionomie de café du commerce, mais on voit ces visages, n'est-ce pas, cette nomenclature poutinienne, pour qui c'est visiblement très important d'avoir cet arsenal-là. Il y a là quelque chose comme un régime militariste, très militariste. Parce qu'en plus, ça colle à ce discours de Vladimir Poutine qui, depuis des années, explique que d'abord le plus grand désastre du XXe siècle, c'est la disparition de l'Union soviétique, et qui a instillé cet espoir dans l'esprit de ceux qui lui sont proches, qui est que la Russie pourrait retrouver cette grande puissance. D'ailleurs, on a vu la manière dont il a réhabilité Staline, dont
dont il a réhabilité toute une partie du pouvoir soviétique qui avait été évidemment condamné par toute la planète quasiment à cause évidemment des horreurs qui avaient été commises. Donc c'est ce discours que Vladimir Poutine a imposé et finalement a peut-être réussi à convaincre toute cette nomenclatura qui était que si on voulait, on pouvait retrouver la grandeur de la Russie. En fait, pour reprendre le slogan de Donald Trump, rendre sa grandeur à la Russie, c'est exactement la même chose. Oui. Donc évidemment, si on maîtrise tout ce qui est armement, eh ben, ça participe à cette grandeur. Mais sans l'Ukraine, il ne peut pas. Et il le sait. Oui. Et il y a des gens qui sont dans la salle le savent aussi. Il y a des choses qui ont changé. Vous savez, à cette époque-là, ils pouvaient voyager, ils avaient leur villa, leurs femmes allaient faire du shopping à Londres. Ils avaient des vacances à Courchevel. Ils avaient des vacances à Courchevel. Maintenant, c'est sans Courchevel et sans le Cap Ferret. Et vous avez vu, quand il a frappé par ce soi-disant missile Oreshnik, là, le Dnipro, il les a convoqués pour les féliciter, voire même les décorer. Vous avez vu leur visage, là, quand ils étaient face à Poutine? Moi, je me suis amusé, en fait, à couper le son et à regarder. Il lui faisait la gueule. Mais franchement, il lui faisait la gueule. On voyait plus ces gens-là qui étaient... et pourtant, il les a convoqués pour les décorer. Donc, à mon avis, il commence à ressentir quand même le poids aussi.